Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Salle, je suis maître de conférence à l'Université Lyon 1 et on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence débat. Donc cette conférence, elle se tient en 2019, c'est l'année du 150e anniversaire de la classification périodique. Il y a un joli meuble dans l'exposition qui est juste à côté. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller le voir, vous pourrez aller le voir pour découvrir ce que c'est. Mardi soir, on a inauguré justement cette exposition qui va avoir lieu jusqu'au mois de janvier avec Françoise Langlois qui est ici dans l'Assemblée. On a essayé de retracer un peu l'histoire des techniques qui avaient été mises en œuvre par des scientifiques auparavant pour arriver à identifier, à isoler des éléments, les éléments chimiques qui constituent notre environnement, tout le monde qui nous entoure. Ces éléments, en fait, ils ont des différences. Ce sont des atomes qui possèdent une constitution un peu différente les uns par rapport aux autres, au niveau du nombre de protons et de neutrons dans le noyau, et aussi au niveau du nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. Ça, c'est la constitution des atomes. Et ces différences, au niveau de la structure, de la constitution des atomes, et donc des éléments, induisent des différences de propriétés chimiques et physiques. Alors ces éléments, du coup, ce sont des briques élémentaires qui vont pouvoir s'assembler avec une multitude de combinaisons possibles de manière à former des molécules. On recense à l'heure actuelle environ 10 millions de molécules organiques et plusieurs types de matériaux, différents types de matériaux, tous avec des propriétés chimiques bien sûr, mais aussi physiques différentes. Quand on parle de propriétés physiques, c'est par exemple les propriétés optiques, mécaniques, thermiques, électriques, etc. L'assemblage justement de ces briques élémentaires, elle peut se faire de manière spontanée, mais aussi non spontanée. Et donc dans ce dernier cas, on va aider un petit peu soit la nature, soit l'homme à ce que les réactions puissent se faire. En apportant un peu d'énergie sous forme mécanique ou sous forme électrique ou thermique, par exemple. Donc nous y sommes. Quel type d'assemblage peut-on trouver à l'état naturel, dans la nature? Quel type d'assemblage l'homme, avec un grand H, donc l'humain, peut-il faire? Est-ce que c'est des types de molécules ou de matériaux qui sont différents à l'état naturel et à l'état synthétique? Donc globalement, la question à laquelle on doit essayer de répondre aujourd'hui, c'est la chimie est-elle naturelle ou synthétique? Et justement, pour traiter ce thème, on accueille trois personnes qui vont intervenir l'une après l'autre pendant 20 minutes chacune. Et à l'issue de ces 3 petites conférences, vous aurez la possibilité de poser vos questions, et on vous encourage à le faire. Soit en lien avec le contenu des exposés que vous aurez entendus, soit des questions un peu plus larges sur le sujet. N'hésitez pas à le faire. Donc, on accueille 3 dames aujourd'hui, notamment Alessandra Quadrelli qui parlera de la chimie du CO2. Donc, la chimie du CO2, quand les cycles naturels et synthétiques s'en mêlent. Nathalie Fayolle sur le sujet alternatives naturelles aux poudres et billes synthétiques en cosmétique. Et nous allons commencer cette conférence par l'intervention de Madame Bernadette Bensaud-Vincent, qui est professeure émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et qui est historienne et philosophe de la chimie. Donc, parmi les nombreuses publications qu'elle a pu faire, il y a notamment les ouvrages qui s'intitulent « Histoire de la chimie » et un autre qui s'intitule « Faut-il avoir peur de la chimie ?» aux éditions de la Découverte. Ou encore un autre, Chemistry, the Impure Science, la chimie, la science impure. Donc elle va nous en dire un petit peu plus sur le sujet en lien entre chimie et société notamment. Donc merci. Donc voilà, je vous laisse la parole, j'ai essayé d'être synthétique et naturel à la fois. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Et je ne suis pas chimiste, nul n'est parfait, vous voyez. Je vais essayer quand même d'oser parler de la chimie. C'est en... mettez-le.
Et ceci d'un point de vue... Merci. D'un point de vue plutôt historique, ce qui m'a frappée et conduite à m'intéresser à la chimie, c'est essentiellement pourquoi la chimie a si mauvaise presse. À la chimie sont associées des images de pollution, de danger, de mort, puisque la chimie a participé aux 2 guerres mondiales au XXe siècle. Donc des images très très lourdes et très chargées qui sont assez repoussantes, et à tel point que ce qui est valorisé, c'est le chemical free, c'est-à-dire donnez-moi tout ce qui est naturel et pas chimique. Mais d'où peut venir cette alternative entre chimique ou naturel? Pour des chimistes que vous êtes, il est évident que tout ce qui est chimique est naturel et que tout ce qui est naturel est chimique. Le vivant, c'est de la chimie. Et donc l'alternative bio-chimique, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, entre le chimique et le naturel, il y a des différences qui peuvent être de degrés. Il y a du plus ou moins synthétique, du plus ou moins naturel. Mais ce qui est synthétique est fait avec des ingrédients naturels. On ne peut pas y échapper. Donc, d'où vient cette alternative? Et comment se fait-il qu'une science de la nature soit en guerre contre la nature? L'idée de base, c'est, et c'est là qu'est le problème, comment se fait-il qu'on considère que la chimie est contre-naturelle? Cette expression contre-naturelle, c'est une expression qui remonte au Moyen-Âge. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que la phobie de la chimie, associée à ce qui est contre nature, est quelque chose qui a des racines très très profondes dans notre culture et qui est entretenu d'ailleurs par les chimistes comme par le public, et il faut en tenir compte. Cette révolte de certaines catégories de gens contre les chimistes, on l'a perçu très très fortement dans les années 60 avec l'éveil du mouvement environnementaliste ou écologiste en France, comme on dit, notamment porté par une femme qui était biologiste marine et qui a constaté que son objet d'étude était condamné par les pesticides, en l'occurrence le DDT, qui était répandu à l'époque avant d'être interdit. C'est grâce à son ouvrage Silent Spring que quelques dizaines d'années après, le DDT a été interdit. Mais ce qui est important, c'est que la réplique des chimistes à l'ouvrage de Rachel Carson a été d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'ils l'ont traité de femme, donc d'hystérique, irrationnelle, qui disait n'importe quoi. Il y a eu des campagnes de télévision pour la discréditer complètement. Il y a eu des campagnes de télévision pour montrer, et des films, pour montrer que le monde sans pesticides serait un monde où on crèverait, où on serait revenu à l'âge de pierre, etc., etc. Donc, il y a eu ce que j'appelle volontiers une phobie de la chimiophobie, c'est-à-dire une réaction défensive tout à fait contre-productive et qui a un petit peu polarisé la situation. Et cette situation extrêmement polarisée fait écho à d'autres situations antérieures, notamment celle qui se retrouve aux origines de la chimie dans notre culture, c'est-à-dire dans l'alchimie, en particulier l'alchimie médiévale, puisque au Moyen-Âge, l'université qui était, comme vous savez, tenue par l'Église, l'université a été en révolte et a interdit l'accès de l'université aux alchimistes pour la bonne et simple raison que l'or fabriqué par les alchimistes ne pouvait pas être de l'or. Ça n'était qu'une contrefaçon ou une imitation, mais c'était du faux. Ça avait l'apparence de l'or, mais ça ne pouvait pas être de l'or. Et donc les alchimistes ont été, au tout début du XIVe siècle,
condamnés et poursuivis, soit brûlés parce que c'était des sorciers, soit condamnés parce que c'était des charlatans et poursuivis donc parce qu'ils cherchaient à s'enrichir sur le dos des princes de l'époque. Et la riposte des alchimistes est très intéressante. L'argument des scolastiques, les scolastiques c'était les gens de l'université, de l'école, il était fondé sur la philosophie d'Aristote. Alors je vous épargne un cours de philosophie, mais en gros l'idée de la scolastique c'était que l'art c'est la technique, ne peut qu'imiter la nature, mais ne peut jamais égaler la nature. Donc l'or artificiel ne peut pas avoir la perfection de l'or qu'on extrait des mines. Ce à quoi les alchimistes répondaient, mais non, la transmutation du plomb en or imite ce qui se passe dans les mines, dans la terre, puisque la théorie de l'époque, c'était que les métaux, c'était des êtres vivants qui poussaient. Quand ils n'étaient pas mûrs, c'était du plomb, puis en grandissant, ils devenaient de l'argent, et après, ils devenaient de l'or. L'or, c'était du plomb mûr. Et ils ont, à l'idée que l'or artificiel ne possédait pas la forme substantielle de l'or que Dieu a mis dans les métaux, eh bien, ils répondaient non, la transmutation assiste la nature en facilitant le laboratoire, accélère les processus de la nature. La grande idée, c'était ça, on accélère les processus au laboratoire. Enfin, à l'argument, il disait, mais même on améliore la nature et l'alchimie prolonge d'une certaine manière la création divine de la nature, alors que les autres parlaient de transgression et de blasphème. Ce qui est sûr, c'est que tous ces arguments côté alchimiste ont fait des chimistes les défenseurs dans notre culture de la technique. Et la chimie a été, bien avant Descartes, bien avant Bacon et la révolution scientifique, les chimistes ont été les défenseurs de la technique contre les aristotéliciens. Et cette vision très positive de la technique, on la trouve au siècle des Lumières, puisque au siècle des Lumières, c'est vraiment l'âge d'or de la chimie. L'artificiel a été enfin légitimé et reconnu comme très positif. En particulier, on a demandé, c'est les académies, ont demandé, et les académies c'était les princes, les rois, ont demandé aux chimistes, s'il vous plaît, aidez-nous à faire des produits pour la richesse du pays. Et en particulier, ils ont travaillé pour extraire les métaux des mines et trouver de nouveaux métaux dans les mines. On a doublé le nombre des métaux au XVIIIe siècle. Et on a fait des produits factices, qui sont les produits de base de l'industrie chimique. L'ammoniac, qui jusque-là a été extrait de l'urine, a été fabriqué synthétiquement. Pareil pour l'acide sulfurique et pareil pour la soude. Et de même, la chimie a été très très goûtée, très appréciée et favorisée à cause de son utilité publique et parce qu'elle est au service de la société et du bien public. C'est à cette époque qu'il y a eu, par exemple à Paris, entre 1760 et 1780, il y avait 180 cours privés au public de chimie, ce qui était énorme. Donc les chimistes ont été très valorisés. Au XIXe siècle, avec les débuts de la synthèse chimique, à partir de 1860, on a commencé à fabriquer des colorants chimiques. Et c'est le démarrage des grandes firmes chimiques comme Bayer, BASF, etc. Et c'est à ce moment-là qu'en France, Marcellin Berthelot, qui était le chantre de la synthèse chimique, s'est pris à rêver de refaire le monde grâce à la chimie. Je vous cite son discours quand il avait déjà bu pas mal de verre, à un banquet en 1894 de la Chambre de commerce. Dans ce temps-là, il faisait un discours sur l'an 2000. Dans ce temps-là, il n'y aura plus dans le monde ni agriculture, ni pâtres, ni laboureurs. Le problème de l'existence par la culture du sol aura été supprimé par la chimie. Donc plus d'agriculture. Les beefsteaks seront synthétiques, etc. Il n'y aura plus de mines de charbon de terre, ni d'industrie souterraine, ni par conséquent de grève de mineurs. Le problème des combustibles aura été supprimé par le concours de la chimie et de la physique, etc.
je vous en passe, mais c'était un rêve. Mais ce rêve, c'est le rêve de la synthèse chimique. Et évidemment, c'était un rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chimie de synthèse du XXe siècle a vraiment joué sur cette image. On va mettre le confort à la portée de tous. On va mettre le bonheur à la portée de tous, un grand rêve de la chimie qui a commencé avec la synthèse du nylon en 1938 chez Dupont de Nemours aux États-Unis. Et alors ça a été un peu retardé, la commercialisation du nylon, à cause de la guerre, mais dès 1940, les États-Unis faisaient une grande campagne sur le nylon, et le slogan de Dupont, Better Things for Better Living Through Chemistry, a incontestablement été fabriqué non seulement pour effacer l'image de la chimie qui apporte la mort qui était due à la Première Guerre mondiale, puisque les gaz de combat avaient été fabriqués par les chimistes, mais aussi pour montrer que la chimie s'appelait apporter la vie à tout le monde et la bonne vie à tout le monde. Ça a été doublé, cela, par l'âge des plastiques, en mettant les plastiques à la portée de tous et de tout le monde. La campagne des chimistes a consisté à montrer que la chimie était démocratique, puisque tout le monde avait accès au confort, que la chimie était socialement importante, puisqu'elle créait des emplois, qu'elle n'était pas dépendante du cours des saisons, etc. Donc c'était vraiment l'abondance à la portée de tous, et qu'elle nous inondait de produits qui étaient des produits malléables, flexibles, au point que le plastique est devenu une valeur sociale. Plastic man, c'est celui qui est flexible, souple, qui sait s'adapter à toutes les situations, etc. C'est devenu le symbole de la culture américaine. Et c'est bien entendu, ça s'est accompagné d'une croissance démesurée de la consommation, de la production et de la consommation de polymères synthétiques sous toutes leurs formes, qui a abouti à ça, c'est-à-dire à des déchets de plastique qui inondent non seulement les océans, mais la Terre, qui doivent être dans lesquels vont fouiller pour les recyclages des enfants sous-payés et maltraités, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des valeurs morales et culturelles profondément ancrées dans la chimie. Ce sont des valeurs qui sont très, très profondément tellement inscrites que toute personne, sans savoir d'où elles viennent, les véhicules. Donc la chimie, c'est la légitimation de l'artifice contre la scolastique. C'est l'incarnation, l'icône de la modernité comme émancipation à l'égard de la nature, surtout au XXe siècle. Et en même temps, la chimie, c'est au XXIe siècle ce qui est destructeur de la nature à cause de la pollution. Donc comment jongler avec tout ça? Ce qui est important, c'est d'essayer de réconcilier, bien sûr, la chimie avec la nature, et les chimistes s'y emploient, avec le fameux programme de chimie verte et les grands principes de la chimie verte, mais aussi avec le programme de biomimétisme, la chimie à l'école de la nature, pour fabriquer des structures synthétisées, des structures qui imitent les structures naturelles, notamment les coquilles qui ont servi de modèle, par exemple pour les gilets pare-balles, la soie d'araignée, qui est un textile extrêmement résistant, ou les pâtes de gecko, j'en passe. C'est quelque chose qui est très porteur aujourd'hui, qui a quelques chances de réconcilier la chimie avec la nature. Mais il faut bien avoir conscience qu'il y a toujours cette ambivalence. La chimie est un Janus à deux faces, et c'est sans arrêt entre les deux. Une face modeste, le chimiste imite et assiste la nature,
et une face faustienne, un visage faustien, c'est-à-dire du chimiste créateur et rival de la nature. Et ce n'est pas qu'une question de discours, hein, c'est une question profondément incorporée dans toute notre culture. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette première intervention. Donc, je vous rappelle, on posera les questions si vous en avez à la fin des 3 interventions. On va passer à la seconde intervention de la part de Alessandra Quadrelli, qui est directrice de recherche au CNRS et titulaire de la chaire de développement durable de l'école d'ingénieurs CPE à Lyon, juste à côté sur le campus. Elle est rédactrice associée de la revue Green Chemistry de la Société royale de chimie. Et ses recherches actuelles portent sur la compréhension des mécanismes entre des précurseurs organométalliques et des surfaces solides, telles que la silice, les matériaux poreux, ou encore les wafers pour les applications électroniques. Et elle applique ses recherches à la catalyse hétérogène et à la croissance de couches minces en direction du stockage d'énergie renouvelable. Normalement, la présentation était ouverte sous PowerPoint. Oui, mais... Oui. Ce que je suis en train de chercher, c'est d'ajouter à la dernière seconde, mais j'ai besoin de voir ma clé. Ouais, allez. Je te remercie. Et je vous en parlerai donc en fermeture, parce que ce que je voudrais ajouter maintenant, c'est une campagne qui me tient à cœur, et qui est une réflexion autour du tableau périodique et du lien justement à double face entre énergie et chimie que je vais traiter et qui redevient important, me semble-t-il, vu tout le travail qui a été fait par Sébastien et autres. Donc, non, c'est pas ici. USB, voilà. Donc, c'est de ce tableau périodique dont je voudrais vous parler en fermeture de ma conférence pour faire le lien entre ce que j'avais prévu de vous parler et l'exposition actuelle qui est ici. Pour vous en dire 2 mots, c'est un tableau qui a été fait à l'occasion des 150 ans du tableau périodique qui est donc fêté cette année en 2019. Et l'Association des sociétés chimiques européennes a décidé d'en faire une version qui essaye de refléter l'importance de chaque élément en déformant l'espace utilisé par l'élément pour refléter son importance dans notre usage quotidien, et aussi une couleur qui veut transmettre plusieurs informations. Le jaune, l'orange et le rouge veulent rappeler qu'il y a une tension sur les cycles d'approvisionnement de ces éléments et la vitesse d'utilisation. Donc nous sommes en train de les utiliser trop vite par rapport aux cycles de recyclage ou de récupération qui sont actifs. Une 4e couleur est aussi présente et c'est le noir. C'est les éléments qui se trouvent dans des zones de conflit et de conflits armés, ou du moins une partie de ces ressources sont dans des zones de conflits armés, le tantal, le tungstène, l'or et l'étain. Et vous voyez que, en plus de ces informations, il y a une petite icône ici, une petite icône blanche qui représente un téléphone portable et qui veut donc donner l'information à ceux qui verront ce tableau périodique. Dans votre téléphone portable, il y a beaucoup d'éléments. Et parmi ces éléments, il y en a certains qui sont sur des contraintes et d'approvisionnement et de guerre. Donc, ayez une réflexion approfondie quand vous le changez, quand vous l'achetez, quand vous l'offrez. Ce scelle, me semble-t-il, derrière ce tableau périodique, un impensé de la chimie qui rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Et cet impensé est notre lien non seulement comme faiseur de matière et transformateur de matière, mais aussi comme et surtout utilisateur d'énergie. Si nous voulons aller vers une chimie verte, une chimie responsable, comme dans toutes les entreprises qui font des rapports de RSE, Responsible Society et engagement,
ethics, nous devons nous intéresser non seulement à ce que nous faisons, mais d'où vient notre approvisionnement et que arrive une fois que nous avons fait notre travail de chimiste. La question donc se pose, pourquoi le carbone est vert? Pourquoi, en tant que communauté de chimistes, nous affichons, nous en avons plein, et il n'y a aucun problème d'approvisionnement, ni aucun problème de gestion? Il me semble que si nous voulons élargir la discussion à nos responsabilités, non simplement vertes, je suis dans ce journal Chimie verte qui s'inspire aux 12 principes de la chimie verte, qui ont maintenant 25 ans, et qui voulaient nous apprendre, qui s'adressaient surtout à des organiciens, à avoir des pratiques plus sobres, des pratiques plus sécuritaires, dans le sens de moins de danger d'accidents dans nos laboratoires et dans l'industrie pharmaceutique, avec plus de recyclage, avec une attention à la toxicité. Toutes ces règles d'utilisation d'il y a 25 ans continuent à mûrir. Notre réflexion continue à avancer et se rend compte que le monde devient toujours plus large, même dans notre perception, que les problèmes sont interdépendants et qu'il faut donc faire le lien entre énergie et chimie. Et c'est donc pour ça, et c'est pour ça que j'ai eu vraiment le besoin presque de montrer ce transparent, ce Janus à deux têtes qui venait d'être mentionné, je l'avais déjà utilisé, mais cette fois pour représenter cette ambivalence, ce lien que fait la chimie entre la transformation de la matière et le monde de l'énergie. J'enchaîne maintenant et j'espère réussir à expliciter le lien qui existe en c'est transparent et ce que j'avais prévu de vous présenter, donc une chimie du CO2. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu le résumé de ma présentation, il est ici. Nous allons en un premier temps parler des cycles naturels du CO2 et comment les émissions anthropogéniques de CO2 interagissent avec ces cycles naturels. Ce sera donc la première partie de ma présentation. La deuxième est sur le fait qu'en tant que chimistes, et au laboratoire, et avec des déploiements industriels, nous sommes capables de transformer le CO2 et d'en faire de nouvelles molécules, de nouveaux matériaux. Et enfin, essayer de faire le lien entre comment, avec quel potentiel et quel danger, l'union entre ces cycles naturels qui sont décompensés et l'apport que peut faire la chimie peut se déployer. Je commence donc à ajouter quelques mots qui rappellent la thématique d'aujourd'hui, c'est comment synthétique et naturel s'imbriquent-elles. Donc ça serait l'idée que la chimie du CO2 anthropogénique, la partie synthétique, s'imbrique avec les cycles naturels du CO2 existant dans la photosynthèse. Il est vrai qu'en tant que chimiste, je ne comprends pas bien cette distinction quand je m'intéresse au phénomène de création et de destruction de liaisons. Pour moi, la chimie, c'est la chimie, c'est la chimie. C'est une liaison qui se fait et qui se défait. Il y a tout un contexte qui, lui, est culturel, qui, lui, est de perception, qui me demande d'ouvrir et d'accepter le fait qu'une chimie qui est faite dans des contextes culturellement liés à une certaine histoire est perçue comme synthétique, tandis qu'une chimie qui a lieu dans d'autres contextes peut être perçue comme naturelle. Donc j'accepte, on va dire, la commande de dire synthétique et qui s'oppose en quelque façon au naturel, mais je la considère plus d'un point de vue sociétal et culturel que d'un point de vue fondamental de création et de formation de liaison. Alors, voici un cycle du carbone simplifié. Les deux grands cycles, les deux grands semi-cerceaux, semi-arcs blancs que vous voyez veulent rappeler les volumes impliqués dans la photosynthèse. C'est-à-dire, si je veux simplifier, on est vraiment... pour ceux d'entre vous qui ne sont pas chimistes, les quelques éléments qui, j'espère, sont suffisants pour pouvoir suivre le raisonnement que j'essaie de déployer. Donc, cette photosynthèse, réduction de la molécule CO2 présente dans l'atmosphère vers pléthore de matériaux vivants. Je ne prendrai les carbohydrates comme exemple. Et donc, cette réduction se fait grâce à l'énergie solaire, la photosynthèse.
Ces matériaux qui sont faits par le vivant sont après utilisés par le vivant dans le cycle de respiration et donc de réémission de CO2 pour récupérer en partie l'énergie qui était stockée. Ces cycles sont capables de mobiliser des quantités énormes. Hein. Nous parlons de gigatonnes de carbone par an qui sont mobilisés, mais le net est entre l'ordre de 1 et de 2 gigatonnes. On peut avoir une photosynthèse augmentée si la quantité de CO2 présente en atmosphère augmente. Le deuxième cycle est lui aussi chimique, mais il a trait plutôt à la physico-chimie. Il ne s'agit pas de créer des liaisons carbone-carbone, mais par les propriétés acido-base, donc de réactivité par exemple avec l'eau de cette molécule, il y a une acidité qui peut se former et une fixation du CO2 dans les océans. Ça c'est le deuxième problème du réchauffement climatique, hein, l'acidification des océans. Ces deux grands cycles que j'exprime ici se retrouvent maintenant aussi alimentés par l'utilisation des hydrocarbures comme fondamentalement source d'énergie démultipliée. Et on parle de révolution industrielle, donc on n'a plus les forces humaines ou même des animaux domestiques pour faire tous les travaux lourds. On peut aller vers cette révolution industrielle. La quantité de CO2 qui est émise par ces actions anthropogéniques dues en grande partie à l'utilisation des énergies fossiles, les émissions CO2 sont en partie reprises dans les grands cycles naturels. Mais il n'y a que moitié de cette quantité anthropogénique de CO2 qui peut être récupérée, laissant donc une moitié qui est de l'ordre de 3 à 4 gigatonnes de carbone par an non cyclée. Et c'est cette quantité de CO2 non cyclée qui induit le changement climatique qui est problématique. On pourrait entrer dans les détails. Est-ce qu'il y a un débat autour du réchauffement climatique ? Je vais juste partager quelque chose qui me semble un peu à côté et pourtant, j'espère, intéressant. Voici une étude qui a été faite pour voir comment les personnes répondent à la question « Est-ce que la Terre est en train de devenir plus chaude ?» surtout par biais de l'activité humaine due à la combustion des fossiles. Vous répondez oui, ça va vers le 1, vous répondez non, ça va vers le 0, et votre réponse va être échelonnée sur l'axe des abscisses, donc de gauche à droite, selon les réponses que vous avez données à toute une série de questions préalables visant à tester votre connaissance générale en sciences. Réussir à définir la gravité, réussir à parler de l'accélération, quels sont les éléments qui composent l'ammoniac, etc., etc. On a l'impression qu'il y a une corrélation faible, mais une corrélation entre culture scientifique et probabilité de répondre oui au réchauffement climatique. En réalité, ces chercheurs, c'est des chercheurs américains, ont aussi étudié les réponses en fonction de l'appartenance politique des Américains qui ont répondu à cette question en 2015. Et on a vu une décorrélation stricte entre appartenance politique et utilisation du savoir scientifique. Donc, et c'est là, l'identité profonde, la conception de société que nous avons intériorisée va orienter la façon dont nous utilisons notre bagage scientifique. Ce n'est pas parce que quelqu'un avec 12 000 gallons dit quelque chose en science que c'est juste. Il y a toujours un point de vue. Revenons au CO2. Vous connaissez ces courbes. Là, en haut à gauche, c'est les prévisions du GIEC, Groupement intergouvernemental sur l'étude du climat, IPCC en anglais, qui en 2013 ont fait leur 5e report, leur 5e exercice d'évaluation, et qui ont vu que selon les modèles de
évolution, de progression, d'évolution de la société qui vont avoir lieu d'ici 2100, l'augmentation de température peut s'échelonner entre 4 degrés en haut à rouge jusqu'à être contenue à un minimum de 1 degré par rapport aux années 50, qui est ce que nous avons déjà atteint avant cette fameuse envolée de la courbe de Al Gore, quand il a reçu le prix Nobel pour avoir parlé de ce sujet de façon très large, justement avec le GIEC. La grande photo derrière, vous la reconnaissez, hein, c'était la grande célébration, 12 décembre 2015, ça y est, la COP21 était une très grosse réussite, les États se sont engagés. Grande discussion, je n'ai que 20 minutes, je sais que c'est assez long, mais il va falloir que je fasse des choix. Et le choix que j'ai fait, c'est de vous montrer ce qu'un groupement, une ONG, est en train de considérer les bilans à l'heure actuelle des actions qui ont été engagées. Il s'agit donc du résultat en bleu. Ça a été édité en septembre 2019, donc c'est les dernières données. Au vu des politiques qui ont été effectivement mises en place, pas nécessairement celles qui avaient été promises à la COP21, nous nous orientons plutôt vers un réchauffement qui s'étalonne entre 2,9 et 3,4 degrés que le 1,5 qui a été promis. Nous sommes aussi loin de les 4 degrés, les 5 degrés de business as usual, personne n'a rien fait. Comment continuer sur ça ? Avant de regarder le futur, regardons le passé. Comparaison entre deux maps de l'Europe. L'actuelle, à droite, est celle d'il y a 18 000 ans, qui était caractérisée par une couche de glace de 3 km qui faisait un territoire sans discontinuité de la Norvège jusqu'à l'Irlande. Il a fallu 14 000 ans pour changer le climat à ce niveau. Ce qui est pour moi, et qui m'a quand même frappé, c'est que la différence dans les températures moyennes entre ces deux situations dans l'histoire, c'est 9 degrés. Hein ? On a tous eu des moyennes à l'école. On sait que pour changer les moyennes faites d'une quantité presque infinie de points de mesure qui varient le jour, la nuit, selon les saisons, pour réussir à avoir quelque chose de cohérent, il faut que ce soit un changement massif. Et il va se traduire par des tout petits changements. Donc on ne doit pas penser, cet été j'ai connu 45 degrés, l'hiver je vis avec moins 10, où est le problème avec 1,5 augmentation dans la moyenne globale. Hein, donc il me semble que pour mettre dans le cadre des enjeux qui sont en place, ces quelques éléments peuvent suffire pour l'instant. J'en ai d'autres qui sont plus de l'ordre économique et on en parlera s'il y a des questions à ce propos. Je vais donc enchaîner sur la deuxième partie de cette conférence qui est la chimie du CO2. Et je vais commencer avec un exemple historique. Kolbe, en 1869, a mis au point une carbonatation qui se fait à température ambiante d'un produit organique et qui, in fine, va être un précurseur de l'aspirine et qui est encore utilisé aujourd'hui. Plus récent, toujours Bayer, mais cette fois qui a fait un spin-off sur Bayer Materials qui s'appelle Covestro, a démontré qu'il est possible de mettre dans un des précurseurs de polyuréthane. Les fauteuils sur lesquels vous êtes sont rembourrés de polyuréthane. La très grande majorité des matelas qu'on utilise sont avec du polyuréthane. C'est un matériau avec vraiment un très gros volume d'utilisation. Ces chercheurs de Covestro et de l'université de Aachen ont démontré qu'il est possible d'intégrer 20% en poids de CO2 dans des précurseurs des polyols qui, in fine, iront faire ces polyuréthanes et sont en train de vendre des mousses polyuréthanes sous le nom de Cardione à des clients qui sont en train de les intégrer dans leurs produits. Donc la chimie du CO2 existe depuis longtemps. Elle existe sur des volumes qui commencent à être intéressants et avec des applications industrielles.
Autre exemple qui me plaît particulièrement, c'est l'utilisation du CO2 comme gaz capable de réagir avec des mâches-fer, donc des déchets riches en magnésium, riches en calcium, et qui peuvent donc, par cette réaction de carbonatation accélérée, donner des produits solides dont les propriétés sont similaires au clinker utilisé pour faire par exemple des moellons. Cette petite photo a été prise pile devant, alors j'ai pas le sens de l'orientation, CPE, on me dit qu'elle est par là, donc je suis, l'école d'ingénieurs. On fait une conférence autour du CO2 toutes les 2 ans, et on a inauguré ce banc. Qu'est-ce qui est intéressant? Non seulement que le banc est fait avec les moellons de Carbonette, le bois est fait avec de bois issus de forêts durables, gérées de façon durable autour de nous, et la dalle est une dalle de Lafarge à l'époque qui avait réussi à augmenter l'efficacité de son processus. Donc, tous des exemples pour réduire l'empreinte carbone de nos constructions. Mais le point le plus intéressant, me semble-t-il, c'est que pour construire ce petit banc, on a dû quelque part se mettre hors la loi. Pourquoi se mettre hors la loi? Parce que dans la réglementation française, c'est une boîte anglaise, il y a d'autres gestions des déchets chez eux autour de Collin Hills, de Greenwich, autour de Greenwich. Donc je vous disais, en France, il y a une protection du consommateur. On ne peut pas prendre quelque chose, un déchet, le reconditionner et me le vendre. On voit d'où vient cette idée. Mais cette idée de la notion juridique du déchet est inscrite dans elle-même, dans une vision linéaire de la gestion des ressources. Nous devons savoir quelle est l'origine, l'utiliser, et quand on a fini de l'utiliser, c'est un déchet, on ne peut plus le revendre. Il s'agit vraiment d'une gestion linéaire de la matière. Si nous voulons aller vers ce concept de économie circulaire, chimie circulaire, émettre des CO2, le capter, prendre des déchets et en faire quelque chose d'utile pour éviter du nouveau ciment qui est une des industries les plus émettrices de CO2 et par les volumes qui sont engagés par l'industrie et par le processus lui-même qui requiert de très hautes températures, qui requiert un processus de décarboxylation à l'origine, hein, il est rappelé ici en bas. Si nous voulons faire ces alternatives circulaires, nous devons aussi nous extraire du concept de cette juridique du déchet. Je vous ai parlé de différents matériaux pour la pharmacie, pour usage domestique, allons dire, à des très grands volumes potentiels pour la construction. Je vais maintenant un peu changer de braquet. Et pour ce faire, je vais faire une petite pause étymologique. Donc la pause étymologique est autour de l'étymologie de pétrole. On y reconnaît le grec, hein, une pierre qui fait de l'huile. Mais si nous allons dans d'autres langues, on voit qu'il y a d'autres informations qui sont contenues dans le mot correspondant. En arabe, par exemple, il y a momie, qui rappelle donc qu'effectivement, des dérivés du pétrole étaient utilisés dans le processus de momification. En japonais, les deux idéogrammes sont composés de feu et d'eau. Donc c'est de l'eau en feu. Et on peut continuer, rappeler qu'il y a des dérivés du pétrole dans les pointes qui ont été trouvées dans le Paléolithique, que la Genèse parle du pétrole pour... c'est pas calfeutrer, c'est rendre imperméable... calfater, pour calfater l'arche de Noé, que Charles Quint a été traité de la goutte avec des dérivés issus du pétrole, que les oracles de Delphis étaient exactement sur une source de méthane. Donc les états altérés de conscience étaient en réalité aussi induits par ces émissions de méthane, et on retrouve quelque chose de similaire dans la religion de Zarathustra en Azerbaïdjan. Je suis italienne, Marco Polo a écrit de ses voyages assez fantastiques vers ces territoires lointains de la Chine, et il rappelle, et il a raconté qu'en Géorgie, il a trouvé une fontaine où
il y a de l'huile, mais qui n'est pas de l'huile bon à manger, mais qui est de l'huile bon à brûler. Et Salsomaggiore, de nouveau une ville en Italie, a été la première à avoir une illumination liée au gaz de ville et utilise dans son emblème un dragon avec ses flammes derrière. Pourquoi j'ai fait cet excursus? Aussi pour vous dire que historiquement, l'ambivalence matière-énergie dont je vous ai parlé à l'entrée traverse ce que nous connaissons. Et en tant que chimistes, nous sommes tributaires du secteur de l'énergie. Notre jeu, c'est d'acheter peu cher, de changer la matière et d'améliorer et de continuer dans la chaîne de valeur. Le moins cher, pour l'instant, c'est la pétrochimie, parce que les volumes de l'énergie mobilisés par les hydrocarbures sont tels que les prix sont suffisamment bas qu'on peut se permettre d'ajouter de la valeur comme ça. Et en effet, donc, ce dialogue entre énergie, point de départ, chimie comme point d'arrivée, explique un peu toute la forêt des produits existants, des fossiles vers quelques intermédiaires, quelques bulk chemicals, et on arrive jusqu'aux millions de produits finaux. Ce qui est en train de se passer, et je crois que c'est ça que nous pouvons saisir pour l'instant, c'est que nous pouvons faire de cette porte une porte à double circulation. Nous ne sommes pas juste tributaires de l'énergie, nous pouvons en tant que chimistes travailler à la création de vecteurs d'énergie et si possible énergie renouvelable. Je demande au modérateur combien de temps il me reste. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc, je vais vous donner un exemple. L'Islande, le méthanol qui est fait avec de l'énergie faite par la géothermie, des électrons, ces électrons pour l'électrolyse de l'eau qui génèrent de l'hydrogène, hydrogène et CO2 qui peuvent donner du méthanol et du méthanol qui peut être utilisé comme carburant. Je vais continuer rapidement à faire une excursion avec CO2, non pas pour faire des molécules utilisées dans la chimie des matériaux, non pas comme carburant, mais comme physique-chimie. Typiquement, on décaféine le café avec du CO2 supercritique, donc où il n'y a pas de liaison carbone-carbone autour du CO2, mais dont les propriétés ont été altérées. Pourquoi c'est important? Parce que ces propriétés chimiques sont utilisées au volume de 40 millions de tonnes par an pour faire de la récupération assistée d'hydrocarbures, en anglais EOR. On pousse du CO2 supercritique pour réussir à extraire de façon encore plus efficace le fossile. Nouveauté, le CO2 reste. Et donc, cette technologie est utilisée et est considérée maintenant par le GIEC comme une technologie potentielle de captage du CO2. Je termine sur la dernière partie en 2 transparents. Merci. Et c'est les suivants. Vous avez vu ce cycle en ouverture, énergie, activité anthropogénique, émission de CO2, des cycles naturels de captage qui en compensent simplement moitié et il reste du CO2 non compensé. Nous avons 2 leviers principaux. Un, c'est le stockage. L'autre, c'est la réduction à l'origine. Et ces 2 leviers ne sont pas les mêmes leviers. Le futur que nous écrivons, si nous agissons sur ces leviers de façon différenciée, ne sont pas les mêmes. Pourquoi est-ce que c'est important de se rendre compte de ça? C'est que si nous agissons que sur la séquestration avec la chimie, la physico-chimie, ce que nous voulons, nous pouvons l'utiliser comme solution transitoire. Mais si nous l'utilisons comme une solution ad vitam aeternam, pas de problème avec notre système actuel de production de chimie et d'énergie, on a une nouvelle poubelle. La poubelle a été mesurée par des modèles du GIEC et de l'ordre de 20 gigatonnes par an. Le ciment qui est produit par an est de l'ordre de 1 gigatonne. On engage les sociétés et les générations futures à gérer une poubelle de 20 gigatonnes chaque année. Donc, les 2 futurs que vous voyez ici, celui où on gère la chimie
comme dans un système linéaire, où celui où l'alchimie peut aider à une circularité ne construisent pas le même futur. Et pourtant, leur empreinte CO2 est la même. Et c'est donc pour ça que je pourrais relier, mais je ne vais pas le faire, avec la responsabilité aussi que nous avons de faire ces liens entre societal responsibility du cycle du carbone et notre capacité technique à créer, à former des liaisons et surtout à utiliser la chimie comme le lien entre le monde de l'énergie et le monde de la matière. L'énergie est la propriété qui doit être transférée à un corps ou un système pour qu'il y ait un changement. Et notre capacité à faire des liaisons qui sont la zone la plus localisée, la plus contrôlée de stockage de cette énergie-là. Imaginez si elle est renouvelable, comment est précieuse cette liaison-là. Cette chimie, donc, met en œuvre cette capacité transformative et a ce potentiel et cette puissance. Merci. Merci Alessandra, c'était très intéressant. On va passer à la dernière intervention, celle de Nathalie Fayolle, qui est responsable du marché cosmétique du groupe JRS en France, et qui se propose de faire une intervention en lien avec une réponse à l'interdiction des microplastiques qui a été proposée récemment par l'Agence européenne des produits chimiques. Et donc, ça, c'est pour une problématique dans le domaine de la cosmétique. Oui. Donc, je vous laisse la parole. Très bien. Écoutez, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Livia de l'Université Lyon 1, ainsi que Caroline Bouchès de l'ITEC, de m'avoir invité à cette présentation, puisque je vais vous parler d'un sujet qui me passionne. C'est la présentation des alternatives naturelles qui peuvent exister, qui sont proposées, on va dire, donc alternatives aux poudres et aux billes synthétiques en cosmétique. Alors, c'est billes synthétiques et plastiques. Alors ma présentation va être beaucoup plus légère, puisque là c'est vraiment la vision d'un industriel qui met en avant, on va dire, son expertise et son expertise du monde végétal pour répondre à une demande d'un marché, une demande d'une société de proposer plus de végétal, donc une chimie, on est toujours dans la chimie, mais une chimie qui va être plus naturelle et utiliser le moins de synthétique possible. Donc tout d'abord, je vais vous présenter notre groupe parce que je ne suis pas persuadée que tout le monde connaisse le groupe JRS. Ensuite, je vous proposerai de vous expliquer un petit peu quelle est l'évolution de cette réglementation sur les plastiques. On verra quelle est l'origine des ingrédients utilisés par notre groupe JRS. Et puis, je vous présenterai donc les alternatives naturelles que le groupe JRS propose aux poudres et aux billes synthétiques en cosmétique. Tout d'abord, le groupe JRS, donc c'est un groupe allemand, privé, familial. JRS, ça veut dire Joseph Rottenmeier Unsene. Nous sommes un producteur global, donc international, qui propose des ingrédients hautement fonctionnels, issus de matières premières naturelles, renouvelables. Nous existons depuis plus de 140 ans. Nous sommes 3000 employés répartis partout dans le monde, sur 90 sites de production et également 25 bureaux de représentation pour offrir à nos clients une gestion logistique vraiment globale. Nous avons également 7 centres de recherche, donc si vous êtes intéressé par le sujet que je vais vous présenter, n'hésitez pas, on travaille beaucoup en partenariat avec les universités, avec les sous-traitants, avec les... Voilà, donc en tout cas, on est très proche des universitaires, donc n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, au-delà de cette présentation, nous sommes un groupe certifié ISO 9001 et un groupe éco-responsable puisque nous avons la certification CEDEX. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cosmétique. La cosmétique chez JRS est rattachée à la division Life Science, mais nous sommes présents dans tous les secteurs de l'industrie. Pourquoi ? Parce que toutes les industries, à l'heure actuelle, sont à la recherche de solutions à base de fibres, de solutions à base de végétaux. Donc la cosmétique est regroupée donc dans la division Life Science qui contient également l'industrie pharmaceutique, enfin, notre division pharma, Home and Personal Care, donc c'est détergents et cosmétiques, l'alimentaire et la nutrition animale. Nous avons également une division plus technique
dans laquelle nous proposons des solutions à base de fibres, et toutes ces industries comme la chimie, la filtration, l'industrie des routes, les peintures, toutes ces industries sont demandeuses à l'heure actuelle de solutions plus végétales. Et enfin, nous avons une division B2C, puisque nous sommes producteurs de litières pour chats, litières à base de fibres de bois qui sont agglomérantes, anti-odeur et qui ont donc beaucoup de succès à l'heure actuelle. Si vous êtes intéressé, je vous invite à tester la marque Cat's Best. Maintenant, je vais plutôt me tourner vers cette réglementation donc, sur les plastiques. Comment s'est passée cette évolution sur la réglementation et pourquoi elle a eu lieu? Elle a eu lieu pour justement protéger les océans, l'environnement et notre santé. Tout a démarré en 2015, lorsque Barack Obama aux États-Unis a voté une loi interdisant l'utilisation des billes de plastique dans les produits cosmétiques rincés. Cette interdiction, elle s'est généralisée sur la France en 2016 et puis après aux autres pays européens et même en Asie. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus trouver de produits cosmétiques rincés utilisant des billes de polyéthylène. Donc déjà, cette thématique a déjà été traitée depuis 4 ans. Mais cette année, la réglementation s'est durcie puisque l'ECHA, the European Chemical Agency, a proposé une restriction de toutes les billes, de toutes les particules de microplastiques qui pourraient être ajoutées dans les produits rincés et non rincés. Cela va couvrir la cosmétique, mais pas que, tous les secteurs de l'industrie. Vous voyez un peu l'ampleur de cette thématique. Cette restriction devrait nous amener à réduire la quantité de microplastiques rejetés dans l'environnement en Europe d'ici 20 ans de l'ordre de 400 000 tonnes. Donc on n'est quand même pas sur des petites quantités. Et il faut bien comprendre en cosmétique que la cosmétique, de toute façon, ne peut pas se permettre, puisque son image est très importante, ne pouvait pas se permettre de continuer à polluer l'environnement. Donc c'est clair qu'ils ont été très réactifs au niveau des remplacements des billes dans les produits rincés. Et là maintenant, tout le monde est alerté par cette interdiction qui risque de tomber et tout le monde travaille déjà sur le remplacement des poudres et des billes plastiques dans les produits non rincés. Alors quelle est la définition des microplastiques? Elle est assez large, mais elle repose sur des particules de polymères synthétiques de petite taille, typiquement moins de 5 mm, qui résistent à la biodégradation. Alors ça inclut, par exemple, le polyméthylmétacrylate, PMMA, typiquement utilisé en cosmétique, surtout dans le maquillage et les produits de soins, le polyéthylène et le nylon, et puis une extension sur les silicones et le nitrure de bore. Alors la difficulté, c'est d'offrir des ingrédients qui vont être naturels, biodégradables, sans faire de compromis sur la qualité du produit fini. C'est la difficulté parce que c'est vrai qu'auparavant, on voulait offrir de la naturalité, on savait que ce n'était pas très technique, mais aujourd'hui, on nous demande d'être naturel, biodégradable et technique. C'est ce que je vais vous présenter plus en détail. Donc tout d'abord, un petit peu d'informations sur l'origine des ingrédients de JRS et quelle est notre expertise. Donc JRS, le groupe JRS propose des ingrédients qui sont issus de matières premières naturelles, renouvelables, qui vont être transformés par des procédés mécaniques. Comme on est sur des procédés mécaniques, alors ça veut dire partir de particules fines qu'on va agglomérer, sphéroniser, ou inversement, partir de fibres végétales qu'on va plutôt vouloir broyer, microniser. Tout à l'heure, j'ai dit plutôt granuler. Là, c'est micronisé. Donc, vous voyez, des transformations mécaniques qui nous conduisent à des ingrédients qui vont être 100% naturels. Comme on est 100% naturel, on a un label Cosmos EcoCert qui est reconnu en cosmétique. Et puis, donc ça c'est 95% de notre produit portfolio. Et puis on a 5% de notre gamme qui regroupe en fait des ingrédients, par exemple des amidons sur lesquels on a voulu offrir des fonctionnalités un petit peu plus waouh en cosmétique. Donc on les a un peu transformés chimiquement. Mais on essaye d'être le plus proche de la nature quand même. Et dans ce cas-là, on n'est plus sur des ingrédients qui vont être 100% naturels, mais des ingrédients qui vont être d'origine naturelle, avec un pourcentage de naturalité calculé selon la norme ISO 16128. L'origine des ingrédients JRS sont dérivés à 100% de ressources biodégradables, essentiellement du bois,
puisque nous sommes leaders en termes de capacité de production au niveau mondial sur la cellulose et la cellulose microcristalline issue de bois, mais pas que. On propose également des ingrédients issus de pommes, oranges, avoine, ces trois matières premières étant des coproduits de l'industrie alimentaire, notamment de l'industrie des jus de fruits, que nous récupérons les cakes de filtration qui vont être séchés, broyés, micronisés pour leur conférer des propriétés qui vont être exploitées au niveau sensoriel. On a également maintenant une poudre de thé vert et nous proposons des ingrédients issus de la mer avec des alginates issus d'algues marines. Et maintenant, donc, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Quelles sont les alternatives naturelles aux poudres et billes synthétiques proposées par JRS en cosmétique? Donc, elles vont toucher toute la cosmétique, que ce soit en soins, en maquillage, dans les produits dentaires, donc les dentifrices, les produits capillaires, le solaire et également les produits bébés. On va avoir deux gammes de produits, une gamme à base de cellulose qui porte le nom de Vitacell et une gamme cellulose microcristalline qui porte le nom de Vivapure. Tous les produits dont je vais vous parler sont certifiés Cosmos EcoCert. On est en mesure, de par notre expertise de transformation mécanique, de proposer différentes structures, des granulés, des fibres, des poudres, des particules sphériques, angulaires. Quand on parle d'exfoliant, par exemple, on va mesurer l'exfoliation, l'abrasivité d'une particule. Et puis, on peut aussi faire des choses, des ingrédients à façon, colorés, blancs. On peut jouer vraiment sur toutes ces thématiques. Au niveau des tailles, donc on part de 4 microns pour les poudres les plus fines, qu'on va obtenir par micronisation. Et puis, on peut aller sur des fibres qui font à peu près 2 mm. Au milieu, vous avez toutes les particules exfoliantes qui, elles, sont plutôt dans du 400 microns. Quelles sont leurs fonctionnalités? Alors, les billes exfoliantes, elles sont exfoliantes. Et puis, sinon, au niveau des poudres, on va avoir des propriétés très intéressantes au niveau de l'absorption, au niveau même des agents combleurs des rides, des effets soft focus dans tout ce qui est agent anti-âge. Donc là, vous voyez, on rentre dans une certaine technicité, tout en étant végétal. On va apporter du sensoriel, des pouvoirs matifiants, des agents glissants, et puis des effets visuels. Alors tout d'abord, je vous ai sélectionné 3 ingrédients qui sont issus de notre innovation. Tout d'abord, une poudre de 4 microns de cellulose microcristalline qui a démontré, vous voyez sur la photo, avant et après application, d'un sérum qui contient 2% de notre poudre. Vous avez une mesure des rides visibles qui a été effectuée, une étude Visia, qui a démontré qu'on avait 11% de diminution des rides visibles. Alors, on n'est pas sur un actif, on est sur un agent immédiat, un agent qui permet d'avoir un effet visuel immédiat. Mais en cosmétique, il faut bien comprendre que l'effet immédiat est essentiel. Si on veut vendre un produit, il faut quand même qu'il soit un petit peu visible. Donc vous voyez, on arrive avec un produit végétal à avoir quelque chose d'assez surprenant. On est allé plus loin, nos clients nous ont dit oui, c'est pas mal, mais travaillez encore vos particules pour qu'on arrive à avoir peut-être plus de côté sphérique, que ça glisse plus. Et en les retravaillant, donc on a un grade, le Vivapure CS Sensory 5, qui est toujours une cellulose microcristalline, mais qui a été modifiée mécaniquement, qui nous a permis de montrer qu'on pouvait avoir également un effet optique, donc en allant un peu plus loin dans tout ce qui est anti-âge, anti-rides. Et on a mesuré le soft focus effect, qui est le degré en fait de réflexion de la lumière, et on a obtenu un SFF de 0,98, sachant que le maximum qui est recherché en cosmétique, c'est 1. Vous voyez qu'on en est très très proche. Encore plus loin, donc le Vivapure CS Sensory 15S, de notre dernière génération de poudres alternatives aux poudres synthétiques, notamment pour les produits non rincés. Là, on a fait un coprocess de cellulose microcristalline avec de la cellulose gomme. Et ça nous a permis de faire des particules plus sphériques, comme vous le voyez sur la photo. On a travaillé sur la forme des particules et ça nous a valu une récompense de la part du ministère de l'Environnement allemand du Baden-Württemberg, là au mois de juillet 2019, comme alternative innovante 2019 aux poudres plastiques pour l'industrie cosmétique.
Alors on a cartographié toutes nos poudres, parce que là je vous en ai montré 3, mais on en a plus. On les a cartographiées donc, sur ce schéma, ce qui permet à nos clients, en fonction de la taille des particules, en fonction de leur pouvoir glissant, de choisir, ou de leur douceur, de choisir l'ingrédient qui correspondra le mieux à ce qu'ils vont rechercher, notamment en maquillage, en produits de soins, pour apporter de la douceur, et remplacer donc ces fameuses poudres de PE et de PMMA. On a fait un comparatif par rapport au PMMA de nos 2 meilleurs candidats, les Sensory. Vous voyez qu'en termes d'adhésion sur la peau, d'opacité, pouvoir couvrant, en termes de matifiant, pouvoir combleur de rides, on est pas mal, on est même mieux parfois. Par contre, au niveau de l'étalement, la douceur, le glissant, bon, on peut encore s'améliorer. Mais si on combine plusieurs de nos poudres, on pourra remplacer l'efficacité, la technicité d'une bille de PMMA, d'une poudre de PMMA. Alors, pour nos clients, on les aide et on développe des formules, notamment, par exemple, en maquillage, une poudre libre qui combine plusieurs de nos poudres pour avoir quelque chose de technique qui répond à la demande d'un marché. Et puis également, par exemple, un gel pour les lèvres teinté. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous parler des alternatives aux poudres de PMMA, poudres de PE, sur tout ce qui va être cosmétique rincé. Là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous parler d'un de nos ingrédients à base de pommes. C'est une fibre de pomme, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est un coproduit de l'industrie alimentaire, qui a non seulement des propriétés sensorielles, pour lesquelles on l'a créé au départ, mais qui en plus a démontré une forte efficacité, une très très bonne efficacité dans les émulsions de pickering. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec l'école Agro ParisTech. Ça nous a permis de déposer 2 publications sur ce sujet. On a tout d'abord fait une étude de preuve de concept, et puis après on a amélioré avec 2 études suivantes ce procédé d'émulsion pour tendre vers une demande d'un marché cosmétique. Comment peut-on définir la technologie pickering? Donc pickering, c'est le fait de stabiliser des émulsions sans ajout d'émulsionnant, mais juste par une stabilisation par des particules solides qui vont venir à l'interface des gouttelettes d'huile dans une phase aqueuse. Pourquoi notre poudre est un très bon candidat? C'est sa structure, sa taille, puisqu'elle fait 5 microns, il faut être quand même de petite taille, sans être nano, mais également sa composition, puisqu'elle contient de l'amidon, des pectines, qui vont se solubiliser, qui vont passer dans la phase aqueuse et qui vont contribuer à ce système pickering, qui vont aider, on va dire, à la stabilité. Ici, vous avez une photo, donc à J0, et après un mois, vous voyez que l'émulsion n'évolue pas. On est bien sur quelque chose de très stable. On a alors renforcé notre système une fois qu'on a démontré que de l'huile, de l'eau, notre poudre, ça fonctionnait, on pouvait faire des émulsions. On s'est dit, bon ben ok, mais c'est fluide ce qu'on obtenait, donc on a décidé d'ajouter un polymère naturel pour apporter de la viscosité et pouvoir proposer à nos clients quelque chose qui était quand même plus proche de ce qu'ils recherchaient pour intéresser leur marché. Et là, on a fait donc un plan d'expérience en faisant varier tous ces paramètres et on a obtenu donc un modèle flexible qui nous permet soit d'obtenir un réseau de gel fluide jusqu'à un réseau de gel plutôt dur, très visqueux, hautement visqueux, et puis également on peut jouer sur la taille des gouttelettes. On peut avoir des petites gouttelettes et puis des gouttelettes beaucoup plus grandes, avec un sensoriel qui sera complètement différent. Donc on obtient un modèle flexible à partir d'émulsions d'huile d'en haut, avec une quantité d'huile qui va de 30 à 50%. On s'est aperçu que la quantité de particules qu'on allait ajouter va nous permettre de conditionner la taille des gouttelettes d'huile, jouer sur le sensoriel. Et puis on s'est aperçu aussi que l'ajout d'un polymère nous permettait de gagner en termes de viscosité. On a établi une formule de référence qui était très intéressante pour nos clients, qui contient donc 5%, pour vous donner une idée, 5% de poudre de pomme, un émollient à hauteur de 40%, et puis 1,2 de polymère naturel. Vous voyez que c'est une formule qui est très simple. Alors, si je veux conclure sur cette thématique, vous voyez qu'en termes d'innovation, ce sujet-là a mis en avant la valorisation d'un coproduit végétal avec un impact environnemental minimisé
parce qu'on n'a pas d'extraction, on n'a pas de solvant. C'est une transformation mécanique qui est vraiment optimisée. On permet de stabiliser des émulsions, donc de réaliser des émulsions, juste avec une poudre de pomme, sans ajout d'émulsionnants synthétiques. On peut qualifier notre poudre de pomme comme un agent finalement multifonctionnel qui va apporter des propriétés sensorielles, mais également qui va jouer un rôle d'émulsionnant. Ça permet en cosmétique de faire des formules minimalistes. On va réduire le nombre d'ingrédients. Donc on est vraiment là dans de la chimie, oui, parce que la formulation c'est de la chimie, mais de la chimie quand même très naturelle. En tout cas, on essaye de la rendre le plus naturelle possible, puisque c'est ce que demande le consommateur. Et ok, il y a une évolution sociétale, mais nous, en tant qu'industriels, on se doit de répondre à un marché. Et là, c'est vrai que c'est notre expertise et c'est notre cœur de métier. Donc voilà, j'espère que cette présentation aura répondu un petit peu à la thématique du jour quand même. Et puis, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Vous pouvez rester là. On va convier nos 3 oratrices à venir derrière le pupitre et à parler en face du micro. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Allez-y. C'est le moment où vous pouvez intervenir, poser vos questions si vous en avez sur les 3 présentations. Merci. Donc allez-y, la parole est à vous. Bonjour. Merci à vous trois approches très différentes. Je vais essayer une synthèse. Ça sera difficile de poser des questions individuellement. Alors, première chose, peut-être à votre adresse particulièrement. Vous êtes à CPE. Oui. Vous voyez le bâtiment qui est juste en face de chez vous, tout pointu. ICBMS. Non, La pagode. La pagode. Tout à fait. On réfléchit à ces questions, à toutes ces questions-là, mais par le biais de l'histoire des sciences, de la philo, de l'anthropologie, de la sémiotique, etc. Donc, les questions que vous avez proposées à la réflexion sur qu'est-ce que cette frontière entre la synthèse et le naturel, on s'y engage. Donc, on a besoin de votre expertise. Je suis sûr que vous avez besoin d'une autre. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez donné aussi sur les 2 graphiques qui sont restés sans de synthèse. Sur la campagne américaine, sur la vie, sur vous voyez ce que vous avez dit, voilà. Les 2 graphiques qui sont proposés démocratiques. Les options politiques. Je voudrais rentrer dans le débat à travers ces 2 graphiques qui sont très intéressants et qui ont été, qui nécessitent, je pense, une exploration. Moi, d'emblée, très vite, on peut les interpréter. C'est quand même étonnant. Ceux qui ne savent pas pensent que qu'il n'y a pas de danger. Ceux qui savent, les républicains, pensent aussi que c'est sans danger. C'est un petit peu ça. Hein. Si on n'interprète pas, on reste à quelque chose de l'opinion. Si on peut les interpréter. Et moi, je vous propose, et là, ce serait peut-être une question pour toutes, on ne tient jamais compte de la posture culturelle de la science dans ces questions. Est-ce que ce n'est pas typiquement, dans les 2 cas, une posture de non-foi en la science? Donc, ma question, à travers la chimie, et particulièrement avec ce que vous avez évoqué, Madame Vincent, sur la chimie mimétique,
est-ce qu'on ne devrait pas aussi intégrer fondamentalement et en profondeur une réflexion sur la posture en tant que pilier socioculturel de la science, et non plus que comme une science hors sol dans ces questions-là. Et je rebondis sur la question de la chimie mimétique. Est-ce qu'elle n'est pas, si on ne prend pas en compte l'idée de pilier culturel, est-ce qu'elle ne va pas réactualiser ce que le XVIIe a vu venir et que vous nous avez dit comme une chimie, une science défenseuse de la technique? Est-ce qu'on n'est pas, avec cette idée-là et ce préambule paradigmatique dont je peux parler, est-ce qu'on n'est pas dans ces deux postures-là? Pardon, on va peut-être laisser les personnes répondre. Vous voulez être sûr que ma... Oui, j'ai un élément rapide. Je pense que le cœur de la réponse viendra d'ailleurs. Mais les temps de la science ne sont pas nécessairement les mêmes des temps demandés pour certaines réponses qui intéressent une société maintenant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette manque de stabilisation de la réponse des Américains républicains conservateurs reflète aussi que le concept n'est pas aussi stabilisé qu'il pourrait l'être et qu'il le deviendra. Au XVIIIe siècle, ou même avant, il y avait des questions sur est-ce que les mouches viennent d'un morceau de viande avarié ou pas. Des personnes comme Claude Bernard, on est sur le campus Claude Bernard, répondait oui, c'est bien la viande qui donne les mouches. Plus aucun scientifique de très grand niveau ne pourra répondre comme ça. C'est parce que les limites et la stabilisation de la science dépendent du moment où la question est posée et de la maturité de la société à ce moment-là. Je ne sais pas si... Ok. Est-ce qu'il y a un complément de réponse à apporter Oui, très rapidement, pour ne pas monopoliser sur la biochimie, la chimie biomimétique. Oui, elle a un potentiel énorme du point de vue des valeurs culturelles. Et d'ailleurs, elle est fortement encouragée aujourd'hui. On parle de biomimétisme dans tous les domaines. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les procédés, la chimie biomimétique n'est pas forcément non productrice de CO2. Je veux dire que il y a la chimie biomimétique qui imite les produits. Il y a la chimie biomimétique qui imite les procédés de la nature, et suivant qu'on regarde l'une ou l'autre, on n'a pas forcément le même bilan, donc elle n'est pas forcément au service de l'environnement. Mais il y a une question d'image publique qui est et d'ailleurs c'est une question que je voulais vous poser. Quel est le bilan carbone des procédés que vous utilisez? En fait, on est un groupe éco-responsable et justement, on a vraiment un manuel environnemental avec toutes les actions environnementales pour diminuer l'impact carbone et diminuer... donc non, c'est une question qui est vraiment posée, oui, traitée chez nous, oui, prise en compte en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Donc voilà, je ne suis quand même pas chimiste. Donc je viens de l'Institut de physique nucléaire, enfin qui s'appelait comme ça jusqu'à hier. Ah oui, ça c'est vraiment imparfait. Alors, et donc on aurait pu poser la même question, est-ce que l'énergie nucléaire est naturelle ou synthétique? Et je pense qu'on ne peut pas juste d'un revers de la main dire, bon, on sait qu'en scientifique que tout est naturel, évidemment tout est naturel, enfin dans le sens où ça fait partie de l'univers, donc on peut se dire c'est naturel. Il faut quand même entendre ce que les gens entendent par mais quelle est la différence entre naturel et synthétique. Et je me posais la question si c'était plus une remarque sur l'industrie en fait. Qu'est-ce qui est industriel par rapport à qu'est-ce qui n'est pas industriel? Quand on commence à produire des choses à très grande quantité par rapport à des choses qui sont dans un four, dans un petit four de, je sais pas, voilà, d'un commerçant,
je pense que c'est là que les gens ont peur, en fait, plus que le côté vraiment chimique. Donc je voulais juste avoir votre réaction là-dessus. Pour ce le qui côté industriel. Oui, et je pense que le côté industriel entre en jeu, et puis avec la production de masse et la grande échelle. Néanmoins, il y a une question et votre exemple le montre très très bien, de quel degré de transformation. La distinction entre le naturel et l'artificiel, c'est une différence de degré et non pas une différence de nature. C'est ça qu'il faut avoir bien en tête. Et donc, l'énergie nucléaire, pour la produire, il faut quand même casser les noyaux. Il y a un degré de transformation qui est violent. Voilà. Et donc, c'est cette notion de violence faite à la nature que déjà les aristotéliciens ont imprégné dans notre culture. Et là, il y a une violence faite à l'égard de la nature, tandis que dans l'agriculture, par exemple, on pilote des procédés naturels, simplement. On les pilote, on les arrange. Enfin, là, on fait de la transformation mécanique dans votre cas. Donc, il y a des degrés, et je pense qu'il faut être très attentif à ces degrés. Et ce degré, justement, est mesuré maintenant, parce qu'il y a une norme qui existe, qui s'appelle la norme ISO 16128, qui établit le pourcentage d'origine naturelle d'un ingrédient, d'une matière, pour que tout le monde parle de la même chose. Après, elle est assez controversée, mais au moins elle a le mérite d'exister, parce qu'avant on parlait naturel, pas naturel, mais on ne savait pas de combien. Et au moins tout le monde utilise cette norme, et au moins on peut comparer des choses à partir du même calcul. Merci. Une autre question dans le fond. Bonjour à toutes les trois. Merci pour votre belle présentation. Ma question s'adresse plutôt à Madame Quadrelli. C'est par rapport à ce que vous aviez dit, comme quoi le fait de recycler les déchets, finalement, le droit français le condamne un petit peu. Du coup, ça va un peu à l'encontre d'un des principes de la chimie verte qui dit que justement, il faudrait recycler nos déchets et aller vers une économie plus circulaire. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous recommanderiez qu'on fasse à notre échelle pour essayer de faire évoluer ce droit français? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir l'espoir que ça évolue un jour? Parce que finalement, ça met un peu quelques freins au niveau du recyclage des déchets. Une partie, c'est est-ce qu'il y a de l'espoir? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend de qu'est-ce que vous aimez faire. Si vous aimez être chimiste, imaginez des polymères où il y a des points de fragilité chimique qui vont aider à cette dégradabilité sans nécessairement s'intéresser au statut juridique du déchet. Si vous aimez faire des études en juriste, il y a tout un travail à faire sur un niveau européen, quel est le statut juridique du déchet. Je crois que les problèmes sont tellement complexes et interconnectés qu'on peut aussi avoir la sensation de se laisser abattre par je vais travailler ici, mais est-ce que ça va bouger de l'autre côté? Je pense qu'il faut rester et être très positif et savoir que c'est un travail à plusieurs maillons. Et par exemple, Paul Anastas, qui est un des fondateurs de la chimie verte et de ces 12 principes de la chimie verte, est maintenant dans un centre à Yale où il fait travailler ensemble des chimistes, des juristes. Il est en train d'attaquer la Cour fédérale américaine sur le préambule de la Constitution américaine. Tout Américain a droit truth, life, happy and pursuit of happiness. Et cette idée que le gouvernement met en danger la vie, peut-être donne des points juridiques. On peut faire une cohésion des luttes, des batailles, des points de vue, mais pour l'instant, il faut devenir spécialiste à quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Choisissez votre camp où vous êtes passionné et avancez en regardant autour. Merci. Il y avait une autre question ici, je crois. Ok. Donc une autre ici. J'aurais une question pour JRS Compagnie. Je voudrais rebondir sur ce que vous veniez de dire juste avant cette chère madame. Voilà, donc au vu des ingrédients qui composent vos produits cosmétiques, jugeriez-vous que la tendance est plus naturelle ou synthétique,
si on prend en compte les normes qui mesurent les deux? En fait, dans ce que je vous ai montré, tous les ingrédients sont certifiés Cosmos EcoCert et sont 100% naturels pour la poudre de pomme. Après, la cellulose microcristalline, elle a un degré de naturalité de 98, non, elle est même à 100%, mais avec une toute petite transformation chimique, on va dire, mais qui part d'un produit, on va dire, qui est complètement naturel. On a juste une hydrolyse, voilà, c'est tout. Mais donc on est plutôt classé 100% naturel. D'accord. Je vous remercie. Bonjour. Pour les produits 100% naturels, est-ce qu'il y aurait une autre valeur qu'on pourrait enfin pas une valeur, mais les quantifier aussi pour savoir si ces ressources sont périssables ou pas? Alors ça, c'est mesure. Enfin, en fait, nous, on a une sélection de. On ne peut pas travailler à partir de. On part de pulpe de cellulose, pardon, et on ne peut pas travailler avec n'importe qui. Et on ne travaille qu'avec de la gestion des forêts, puisque nos fournisseurs de pulpe de cellulose ont un label PEFC ou FSC, qui est un engagement contre la non-déforestation. Après, pour les coproduits de l'industrie alimentaire, là, en fait, on n'a pas. Enfin, c'est plus de l'économie circulaire, donc là, on ne va pas avoir la même mesure. Mais en tout cas, pour le bois, qui est notre source, notre matière première principale, il faut savoir qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne travaille qu'avec des partenaires qui gèrent pour éviter justement, on a des engagements sur la non-déforestation, clairement. Et du coup, est-ce qu'il existe pour tous les produits comme une norme? Vous parliez d'une norme pour quantifier si c'est naturel ou pas. Est-ce qu'il y a Oui. une norme pour d'autres produits que le bois en général pour dire ce procédé utilise des alors le ressources renouvelables? PEFC et FSC, je ne pense pas que ce soit que sur le bois. C'est toutes les matières premières naturelles. Bonjour madame. Tout d'abord, merci pour vos présentations, c'était vraiment super intéressant. J'ai une question qui va rebondir sur une des questions précédentes par rapport à l'économie circulaire. Il y a beaucoup de recherches et de doctorats qui sont en cours, par exemple, sur les utilisations des mâches-fer dans des bétons. Vous avez dit que le béton qui était utilisé pour ce banc n'était pas légal en France parce qu'il était donc fait en Angleterre, mais qui utilise donc des déchets comme matière première. Est-ce que du coup, en France, donc la juridiction est différente pour les déchets et pour les produits? Est-ce que la juridiction va également, je ne sais pas si elle est mise en place justement, pour des matières premières issues de déchets? Est-ce qu'on peut utiliser des déchets comme matière première et non comme produit, par exemple? Une précision, c'est illégal si ça avait été fait à un niveau industriel. Le fait qu'on ait fait un petit prototype devant un jardin pour usage personnel ne rentre pas dans ces grandes dynamiques. La question que vous posez est une question qui est en train d'être débattue par des juristes. Il y a des personnes, par exemple à Carbonate, qui sont en train d'étalonner toutes les différentes législations et qui font un travail de réflexion autour de ça. Et je ne sais pas où on en est à l'instant. C'est un des débats. Je ne sais pas vous donner de mise à jour plus récente. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y avait une question devant. Est-ce que les entreprises éco-responsables souffrent de la concurrence vis-à-vis de celles qui sont moins responsables? Est-ce qu'il y a un problème de... Non, alors clairement en cosmétique, pas du tout, non, parce que la cosmétique a un degré d'exigence en termes de politique RSE qui ne permet pas aux sociétés qui ne sont pas impliquées dans l'éco-responsable de travailler. Non. Franchement, non, on ne souffre pas de concurrence. Au-delà de la cosmétique, est-ce que c'est un problème? Au-delà de la cosmétique, l'alimentaire, je pense qu'ils ont un peu la même thématique que nous. Enfin, ils sont confrontés. Je dirais que pour tout ce qui est alimentaire, nutrition animale, cosmétique, bon, la pharma, le naturel, pour l'instant, on s'en fiche un peu. Mais je pense qu'on... Non, c'est vraiment contrôlé. Donc, il n'y a pas trop... Enfin, en tout cas, on ne souffre pas de concurrence à ce niveau-là. Non. Merci.
On a un peu dépassé le temps, donc on va prendre... il reste encore 2 questions. On va les prendre courtes, s'il vous plaît. Merci. Oui. Alors, que ce soit de la chimie naturelle ou chimie synthétique, si on ne décroît pas, est-ce que ça ne va pas rien changer? Je me permets d'ajouter, parmi les 2 leviers que j'ai présentés de captation de CO2 ou d'évitement d'énergie d'hydrocarbures, ce 2e levier est divisé en 4 parties. La première est celle où nous, technocrates, on va dire, on est aveugles, c'est la réduction des consommations, la réduction des activités. On en a une autre, c'est augmenter l'efficacité. On en a une autre, c'est remplacer les efficacités des process, remplacer les carburants, remplacer les matériaux. Mais cette réduction, nous sommes par construction technocrates, portés à ne pas la mettre en avant, mais elle est tout à fait valable comme porte. Maintenant, quelles sont les conséquences? Comment on va agir sur les conséquences de cette réduction? Ça demande de nouveau qu'on se mette avec des économistes, des anthropologues, etc., à gérer cette peur du changement, quoi. Merci. Oui. Une dernière question. Il y avait une réponse. Non, c'est bon. Allez-y. Allez-y. Pour un complément, vous avez... Non, je veux dire que pour ajouter une footnote à ce que vous disiez, la grande chose dont il faut réduire la consommation, la nature n'est pas une corne d'abondance, point, c'est tout, elle est finie. En fait, ma question était très similaire parce que on dit chimie verte, c'est bien, mais pas de chimie, c'est bien aussi. Oui. Et une cuillère en plastique biodégradable, c'est quand même une cuillère en plastique. Donc oui, c'est ça. Et elle consomme de la matière et de l'énergie. Ouais, je pense que cet engagement sociétal est fondamental. La chimie peut être bien et la chimie peut être pas bien. Il faut l'enchasser dans quelque chose de plus large où il y a un compas moral qui nous guide. Et d'autant plus, juste pour rajouter là-dessus, d'autant plus que chaque fois qu'il y a une innovation qui va vers le éco-responsable, il y a un effet rebond. C'est-à-dire qu'on consomme plus parce qu'on a bonne conscience. C'est pas la même chose avec le triage des déchets, le tri des déchets. À partir du moment où on trie les déchets, on n'a jamais consommé plus de plastique que depuis qu'on trie les déchets. Merci. Juste une précision avant de terminer. Donc effectivement, le thème était un peu volontairement provocateur. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, il y a un peu des deux, beaucoup des deux, on va dire. Et une autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que ça n'a pas été évoqué, mais le terme chimie, il est souvent connoté de manière très très négative. On dit ça c'est chimique, c'est pas bon, etc. En fait, la chimie, je suis allé rechercher la vraie définition sur larousse.fr, vous pourrez vérifier, j'ai pas menti. La chimie, la définition, c'est ça, partie des sciences physiques qui étudie la constitution atomique et moléculaire de la matière et les interactions spécifiques de ses constituants. Et c'est aussi défini comme étant un ensemble de connaissances sur la préparation, les propriétés et les transformations d'un corps. Voilà, c'est ça la science chimique. Donc tout ce qu'on dit sur ça c'est un produit chimique, etc., ça c'est une connotation qu'on a pu faire, des dérivés. Mais non. Oui, il faut que j'y aille. Voilà, mais il y a... Je voulais juste terminer ma phrase, mais... Je voulais juste préciser sur le fait qu'après les réactions peuvent être naturelles ou synthétiques faites par l'homme, mais il n'empêche que la science, la chimie, la définition, c'est celle que je viens de lire. Intervention, Vincent. On va reprendre la définition de l'American Chemical Society. Ils disent la chimie est une science de la nature qui étudie la matière et ses transformations. Donc ça rejoint ce que tu disais. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que la chimie, mais qui a fait cette définition aussi un ensemble de pratiques. Qui a fait cette définition aussi, cette idée de
extraire de nos responsabilités sociétales est aussi une façon de s'émanciper de toutes les implications. C'est pas parce qu'une définition a été faite, elle n'est pas, c'est pas les tables de la loi qui sont descendues. Et voilà, elle transfère un désir d'aseptiser la chimie. Ouais. Et ça explose encore plus, c'est pareil. Ok, on va clore le débat. Alors, je suis content d'avoir relancé un débat derrière. J'ai oublié de remercier leurs merci organisateurs. beaucoup, nos organisateurs. Et merci à vous d'être venus.